Nous, dès le début, on a apparenté la marque Père et Fiche à une aventure entrepreneuriale de potes et pas à une entreprise. Ce qui fait qu'on avait une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture et on racontait toute notre vie dessus. Tous les gens dans la food que j'ai rencontrés m'ont dit que ma stratégie, elle était pétée et que ça marcherait jamais, tu vois. Heureusement que je faisais déjà, tu vois, du marketing, du e-commerce et tout, parce que je comprenais petit à petit que tous les gens dans la restauration, ils avaient 5 à 10 ans de retard sur le marketing. On arrive au bureau et on est en train de se taper des barres en mode putain, c'est incroyable parce que peut-être on va faire faillite, tu vois, dans un mois, tu vois. Ils avaient une com de BDE mais appliquée à un business. Ouais. Et en fait, on a tous fait école de commerce où voilà, les assos et tout, on faisait n'importe quoi. Et depuis le début, on a fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête niveau marketing. Et c'est vrai qu'on a vraiment un max d'idées. En fait, on reste encore une fois très humain. Donc des clients avec qui on n'a pas envie de travailler, que ça ne fit pas, on le fait pas. Si c'est pas dans notre target, dans notre positionnement, on le prend pas non plus. Donc on refuse quasiment 2 clients sur 3. Quand je commençais à avoir 20, 22, 23, je me disais putain, mais c'est quoi cette connerie, tu vois. Et en fait, à partir du moment où on m'a dit tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, je me suis dit ok, je vais faire vraiment ce que je veux dans ma vie. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Alex. Salut Roger. Trop content de t'avoir. On se connaît plutôt pas mal. Plutôt bien, ouais. Je suis ravi de t'avoir pour cet épisode aujourd'hui du podcast. Je vais t'épargner le fait de te présenter parce qu'on va te découvrir pendant le podcast. Et c'est quand même l'exercice le plus chiant de se présenter quand on arrive sur un podcast. Ça me va. Super. Ça me va. Première question. Comment on arrive à rendre sexy des burgers de poisson, alors qu'à l'origine, rien ne prétend, en tout cas rien n'est possible. Personne n'en voulait. Ok, putain, ça commence direct avec des bonnes questions, quoi. Exactement. Ok. Nous, quand on lance Père et Fiche, c'était projet un peu scolaire à la base, parce que c'était une matière qu'on avait en cours, on devait faire un business plan. Donc mon pote, il me dit, ouais, je vais faire un Big Fernand, un peu du poisson, à l'époque où Big Fernand était encore à la mode. Et on n'avait pas du tout prévu de lancer la marque et on commence à avancer sur la matière. À la fin du semestre, on avait eu 9 sur 20, ce qui était une note de merde. Et au final, notre directeur de master, il nous dit vas-y, faites des concours et tout. Et on commence à faire des concours. On fait un concours qui s'appelait Challenge Pépite France, national sur l'entrepreneuriat. Et on le gagne dans 2 catégories, alors qu'on l'avait fait vraiment, vraiment à l'arrache. En fait, à partir de ce moment-là, on commence à avoir Challenge qui nous appelle pour être dans les 100 startups pour investir, c'était en 2017. On fait plein d'autres concours et en fait, on les gagnait tous parce qu'on avait vraiment cette vision un peu, tu vois, business, pas juste on ouvre un restaurant. Et donc, fil en aiguille, on se dit, ok, vas-y, on va le faire. Et le challenge, comme tu dis, c'était comment on arrive à rendre sexy un produit comme ça. Moi, étant donné que je faisais beaucoup de e-commerce à l'époque, en fait, j'ai vraiment réappliqué toutes les stratégies du e-commerce à la restauration, parce qu'en plus de ça, on n'avait pas de thunes. Tu vois, on venait de finir les études et on était fauché total. Donc, on ne pouvait pas prendre d'agence RP. Les agences marketing dans la food, franchement, elles étaient bidons. Et donc, du coup, on s'est dit, ok, on va miser à fond sur les réseaux, Instagram, à fond sur tout ce qui va être influence, parce qu'il y a juste du gifting de produits à faire avec tous les influenceurs pour créer de la notoriété. Et en amont, en fait, on avait fait un peu pas par hasard, mais tu vois, ce qui se fait exactement aujourd'hui, le truc de un peu, tout le monde appelle ça building public, tu vois, mais vraiment storyteller, c'est que nous, dès le début, on a apparenté la marque Père et Fiche à une aventure entrepreneuriale de potes et pas à une entreprise, ce qui fait qu'on avait une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture et on racontait toute notre vie dessus. On avait un blog, on avait le Insta 6 mois avant l'ouverture et quand on a ouvert le resto, il y avait 10 000 personnes sur Facebook, 4 000 sur Insta, plus pas mal de visiteurs sur le site, ce qui fait que c'était pas une communauté incroyable, mais pour un resto couvre, il y avait déjà tout un engouement et tout. Et après, on a juste continué le truc et en fait, depuis le début, on raconte un peu notre vie de façon hyper transparente sur les trucs où on se plante, les trucs qui fonctionnent, partager toutes les galères, les réussites et tout. Ce qui fait qu'au final, les gens aujourd'hui kiffent la marque parce que le produit est bon derrière, heureusement d'ailleurs. Mais après, il y a aussi Ava, Dano et moi qui sont les 3 associés, qui avons des personnalités hyper différentes. Et en fait, chacun s'identifie un peu à l'un ou à l'autre. Et au final, ça crée des ponts avec Père et Fiche, ce qui fait que tu as un peu un écosystème vertueux qui rend la marque et le produit sexy derrière. Ce qui est dingue avec... alors déjà, rien que le nom, Père et Fiche, déjà, c'est un
Je trouve un atout marketing super intéressant. Cette idée de père et fiche, ça vient d'où? Bah, on était dans une classe, dans une sorte de salle de cours vide à Schema quand on bossait sur le projet scolaire. Et puis comme tout, on était là, on notait plein de mots-clés, tu vois. Et puis on notait plein de trucs. Et à un moment donné, il y a eu fiche, père et fils, parce que le père d'Ano, du coup, avait des poissonneries à Sifour, en dessous de Toulon. Et son grand-père était pêcheur. Donc en fait, c'est vraiment la famille, tu vois, poisson de génération en génération. Et à un moment donné, je sais pas, boum, fiche, père et fils. Ah putain, père et fiche. En fait, dès le début, on a fait, ouah, c'est incroyable. Et du coup, bah, on s'est dit, vas-y, let's go, quoi. Les burgers de poisson, ça paraît presque improbable. Aujourd'hui, la ref des burgers de poisson dans la restauration, on la connaît. En tout cas, elle était connue. En tout cas, moi, quand j'étais petit, c'était mes potes qui prenaient des filets aux fiches. Les filets aux fiches, père et fiche, il y a quoi? Le degré de différence, il se situe où? Bah, en fait, on a fait plein de testing, nous, au début, quand on a lancé la marque et tout. Là, au final, on s'est rendu compte que vraiment, bah, les gens, ils voulaient venir se faire plaisir chez nous, tu vois. Donc, on n'est pas là pour dire tu vas manger healthy et tout, même si c'est plus léger que tu vois, de la viande, bacon, fromage et tout. Mais on a un vrai positionnement bah, centré sur le burger, même si on a d'autres recettes. Tu vois, des fish balls, des fish and chips, des tapas en mode poisson et tout. En fait, on s'est rendu compte que bah, vraiment, nous, le truc, c'est les burgers de poisson, où toutes les recettes, c'est que des goûts, tu vois, que tu n'as jamais mangé ailleurs. Et en fait, l'avantage, c'est que bah, du coup, le filet aux fiches de McDo nous aide bien parce que en fait, c'est McDo qui a un peu introduit ce produit sur la restauration rapide. Enfin, un peu introduit, énormément introduit même. Donc, tout le monde a la référence, mais il est pas sexy. Donc, en fait, nous, on arrive juste avec un truc que tout le monde connaît, mais qui n'était pas bien fait. Tu vois, parce que c'est très fast-food. Donc nous, en fait, l'idée, c'est juste de faire de la restauration rapide avec des produits très quali et de montrer qu'en fait, bah, le poisson, c'est limite meilleur un burger de poisson qu'un burger de viande, tu vois. Le fait d'avoir choisi le poisson, c'est un vrai challenge. Qui a choisi? Parce que vous êtes 3 associés, c'est ça? Ils s'appellent comment tes associés? Ava et Anthony, mais on l'appellera Dano. C'est son surnom. Donc vous êtes 3. Le poisson, ça aurait été presque plus facile de faire du burger de bœuf, ou en tout cas même autre chose. Le fait d'aller sur ce segment et de vouloir créer une sorte d'engouement, comment vous l'avez fait entre associés? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, tu vois, là, si on retourne, parce qu'on a ouvert il y a 4 ans et quelques, donc il y a 5 ans et quelques, on a commencé à bosser sur le projet. Ce qui est ultra tôt, en fait. Genre, vous avez une explosion de dingue, en fait. 5 ans, c'est pas si... Ben, on n'a pas eu un développement là hyper rapide, mais parce que justement, là, on a quand même des bases très très solides qui nous permettent, maintenant, bon, on en parlera après, tu vois, mais vu qu'on va se lancer en franchise, on a la capacité d'encaisser sans ouverture, tu vois, en l'espace de quelques années. Mais si on m'avait dit, il va t'arriver tout ce qui va t'arriver, je l'aurais clairement pas fait. Je l'aurais clairement pas fait parce que, comme tu dis, on a créé un marché. Et en fait, quand tu crées un marché, en plus, nous, on sortait d'études, bah, tu vois, on était jeunes et forcément, tu fais plein d'erreurs quand tu te lances. On savait pas exactement ce que la clientèle voulait voir, quel produit allait fonctionner. Et quand tu es sur un produit comme ça qui est très clivant, bah, automatiquement, même si tu as tout le côté un peu culturel avec les communautés juives et musulmanes qui, du coup, vont être très friandes de ce produit. En France, d'une manière générale, quand tu dis burger, c'est les gens ils veulent du bœuf, du poulet, tu vois, et pas poisson. Donc, en fait, il y avait un vrai, d'ailleurs toujours, un énorme travail d'éducation. Ouais. Et justement, le truc, c'est pour ça qu'on a tout fait par les réseaux. Parce que si je te dis burger de poisson comme ça, t'es pas hyper excité. Quand on vous connaît pas, ouais, on n'est pas du tout excité. Et par contre, tu vois le contenu sur les réseaux, les recettes, bah c'est la même réaction pour tout le monde. Ah putain, ça a l'air trop bon en fait, ça donne trop faim, vas-y, je vais venir. Donc en fait, nous, c'est juste créer un peu d'abord une excitation visuelle pour qu'après les gens viennent dans le resto et vu que les recettes fonctionnent très bien, bah, les gens se disent en fait putain mais en fait c'est vraiment stylé les burgers au poisson. Donc en fait le travail c'est comment on arrive à garder cette image de marque cool et à la mode en mode limite en 2023 le burger de poisson c'est plus cool que le burger de viande et ben continuer sur cette lancée pour récupérer de plus en plus de clients quoi. Comment on fait pour alors l'idée est audacieuse, le positionnement est archi audacieux. Je pense qu'il faut être très bon marketingment parlant pour réussir à marketer ça. Qui s'en est occupé de marketer ça entre vous les associés et derrière comment pour que les gens soient aussi puissent peut-être le faire pour eux dans d'autres domaines. Comment on arrive où on peut l'implémenter pour nous sur notre marque. Ok. Du coup, sur la réparte entre nous trois, t'as Ava qui va être sur toute la partie opérationnelle.
Donc en gros, c'est vraiment toute la vie du resto, les employés, achat, hygiène, tout ce que tu veux. T'as Dano qui du coup s'occupe de toute la partie légale, finance et développement, où du coup on la gère pas mal ensemble. Et moi, c'est en gros tout ce qui va être marketing, tout ce qui se passe derrière des écrans. Donc même les solutions digitales et tout derrière les écrans, com, etc. Maintenant, quelle était ta deuxième question? Le marketing, comment on fait pour développer une marque comme la tienne aujourd'hui? C'est quoi les endroits où t'as mis vous avez mis de la lumière, où vous êtes dit il faut pas qu'on se loupe là-dessus, ou il faut absolument qu'on aille là-dessus? C'était quoi? Là, si on prend à date aujourd'hui, la structure, là on a un truc qui fonctionne bien, qui n'était pas forcément le cas depuis le début, mais pour nous, un focus produit déjà, donc qui est fait par Dano qui fait toutes les recettes aussi. Donc il faut que le produit il soit excellent et que les gens reviennent, parce que si ton produit n'est pas bon, t'es un resto, un e-commerce, ce que tu veux, derrière tu tiens pas. C'est fini l'époque du dropshipping où la pub n'était pas chère. Maintenant, faut que les clients reviennent. Et en fait, après, t'as le marketing. Et donc en gros, ça c'est vraiment pour moi la brique B2C. Ouais. Si tu vois d'un point de vue B2B pour les gens qui vont ouvrir des pères et fiches, tu as toute une brique process qui est gérée par Ava. Et en fait, le marketing est visible, mais les process qu'on a sont quand même aussi très très bons, tu vois, qui sont pas visibles aux yeux du grand public. Okay. Et cette brique-là, qui a été faite par Ava, tu vois très bien, permet de faire en sorte que tout le resto fonctionne bien. Donc on a un peu notre triangle. Et en fait, du coup, le taf, c'est de, via le marketing, ramener tous les gens dans le resto et qu'après, avec le produit, ils reviennent. Et sur le marketing, le focus, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il te faut une identité, donc une identité cool, c'est-à-dire que les gens qui voient Père et Fiche, déjà juste visuellement, tu vois, que ce soit sur les packaging, qui le voient passer, se disent ça a l'air sympa, un site qui fonctionne, tu vois, donc des trucs à la con, mais au moins que t'aies les adresses, les horaires, contacts, pouvoir commander en livraison, bref, tout ce que tu veux avec un site qui fonctionne bien, qui est optimisé et qui est joli. Et en fait, après, t'ajoutes plein de briques à ta stratégie, mais les principales pour nous, c'est la brique déjà storytelling, tu vois, parce qu'on incarne notre marque à fond et ça fonctionne hyper bien. Parce que on se fait arrêter maintenant, enfin tu vois, ça nous arrive très souvent maintenant de nous faire arrêter par des clients dans la rue et tout. Même à Dubaï, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit putain, mais tu fais pas Père et Fiche et tout, tu vois. Donc c'est trop drôle parce que les gens en fait ils te font leur feedback. Ouais, j'aime trop ça. Et puis en plus, à chaque fois ils sont venus, donc on a des retours clients en direct, en mode là c'était cool, mais il y avait ça à améliorer et tout. Donc la brique storytelling, derrière ta brique contenu. Donc on a une grosse stratégie de contenu. Vidéo où on fait beaucoup de contenu et beaucoup de vues, ce qui nous draine énormément de gens dans les restaurants. Et après, ça, on applique une bonne stratégie publicitaire. Je sais pas si on rentrera sur le détail après, tu vois. Peut-être après, ouais, peut-être. Et du coup, tu as storytelling, contenu, pub, donc mapper tout sur tous les canaux Meta, Google, TikTok, des strates locales pour driver du trafic et augmenter ta notoriété. Et la brique influence, où pareil, on fait environ, là, on doit faire 25 collabs par mois. Avec des influenceurs qui viennent du coup découvrir le concept ou remanger chez nous, ils en parlent sur leur réseau, quoi. Le succès de Père et Fiche, est-ce qu'il y a un élément, toi t'as déterminé qui a fait en fait en grande partie le succès, ou quelque chose que personne ne connaît, où il y a que vous entre associés où vous vous dites ah ouais quand même cet élément-là il a été limite improbable et finalement ça fait partie en grande partie du succès qu'on a eu? Aujourd'hui, tout le monde nous connaît par le marketing. Ouais. Et en fait, on a juste fait ce que personne ne faisait et ce que tout le monde nous avait dit pas de faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Paris, je faisais déjà beaucoup de marketing. Tous les gens dans la food que j'ai rencontrés m'ont dit que ma stratégie, elle était pétée et que ça marcherait jamais, tu vois. Et en fait, heureusement que je faisais déjà, tu vois, du marketing, du e-commerce et tout, parce que je comprenais petit à petit que tous les gens dans la restauration, ils avaient 5 à 10 ans de retard sur le marketing. Et donc, tu vois, on avait des agences comme à la base avec qui on devait bosser, qui nous conseillaient. C'était catastrophique ce qu'ils nous disaient. On avait même des consultants très forts en restauration sur l'implémentation du resto qui me donnaient des conseils marketing. Et dans la tête, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, quand on a attaqué sur Insta, franchement, 90% du marché de la restauration disait tu peux pas gagner d'argent avec Instagram, alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est insensé de penser ça. Derrière les influx, tout le monde me disait ouais, c'est des gratteurs et tout. Tu sais, c'était fin 2018, donc très époque télé-réalité, donc tout le monde voyait ça à des influx de la télé-réalité. Ça a cartonné. Après, TikTok, on y est allé dès mai 2020, donc hyper avant-gardiste, surtout d'un point de vue business et tout.
Et pareil, tout le monde m'a dit ouais, tu vas ruiner l'image de ta marque, c'est des gamins et tout. Et en fait, ça a cartonné. Donc en fait, le travail qu'on a fait à chaque fois, c'est comment on identifie un peu les tendances qui arrivent sur le marché en général et on les anticipe de façon à avoir une longueur d'avance sur toutes les personnes qui vont se lancer derrière. Et aujourd'hui, TikTok, t'as 100% du marché de la restauration qui est en PLS. Oui, j'arrive pas à me lancer, comment je fais? Et donc la question n'est plus est-ce que TikTok c'est pour ma marque, mais c'est comment je me lance, tu vois, sur TikTok typiquement. Et se lancer sur TikTok à zéro aujourd'hui, faut être vraiment chaud parce que la concurrence, nous on le voit, tu vois, on est depuis plus de 2 ans, la concurrence elle est vraiment plus rude, tu vois. Et maintenant, il faut vraiment se creuser la tête pour faire du contenu viral, tandis qu'avant, je faisais n'importe quoi. Ah, c'est Alex de Père et Fiche, tiens, regarde le burger, 500 000 vues, tu vois. Allez, vous êtes combien d'abonnés? Vous êtes nombreux sur TikTok, je crois. On a 290 000 sur TikTok et 62, je crois, sur Insta. Ce qui est dingue pour juste des burgers de poisson à la base. Ouais, ce qui est pas mal, surtout par rapport à la taille de l'enseigne, tu vois, on n'a pas encore beaucoup de restaurants et du coup, il y a une grosse notoriété par rapport à ça. Quand on est 3 associés, que les choses... Toi, tu trouves que c'est long, mais moi, là, vu du dessus, je me dis quand même 5 ans pour arriver à ce que vous faites sur un segment qui est quand même relativement dur, avec beaucoup d'a priori et tout ce que vous mettez en place, que vous êtes en train de mettre en place derrière, c'est quand même relativement court. Quand on est 3 associés, comment ça se passe? Que je pense que vous êtes passé par plein de problèmes. Comment ça se passe? Comment tu l'as vécu et comment eux l'ont vécu aussi? En fait, c'est long. Là, aujourd'hui, je me rends compte que, tu vois, le premier resto, il a ouvert il y a 4 ans et 4 mois, je crois. Bon, on a ouvert, on s'est pris gilet jaune, retraite, Covid, guerre en Ukraine, augmentation de l'électricité, matières premières, bref, que des trucs sympas. Ouais. Tous les gens qui sont sur le marché de la restauration depuis très longtemps nous ont dit, tu vois, vous êtes vraiment arrivés au pire moment, quoi. Ouais. Et mine de rien, bon, c'est cool parce que les restos sont en croissance et l'activité fonctionne bien. Maintenant, je pense que là, quand je vois un peu le truc qu'on a installé et le potentiel de développement, c'était un peu un passage obligatoire. Et je te dis c'est long parce que du coup, j'ai fait beaucoup de dropshipping à l'époque, de e-commerce. J'ai l'agence à côté. En fait, tu as du cash qui rentre hyper facilement, tu vois. Donc, tu as cette notion de faire rentrer du cash très facilement, mais sur un truc qui, sur le long terme, sera beaucoup moins valorisé. VS, créer une marque, tu vois, où là, en fait, si ça se passe bien, tu peux la monter, honnêtement, la monter à, je sais pas, même 100 millions de valo, c'est un truc qui est totalement faisable sur les 5 à 10 prochaines années, tu vois. Donc, en fait, on a un truc hyper puissant qui attend juste de décoller. Donc, non, il y a eu beaucoup de galères. En fait, il y a eu que des galères, mais le truc, c'est que en vrai, ça s'est toujours très bien passé entre nous 3. Il y a eu des moments où on avait envie de se suicider et limite d'arrêter, tu vois. Ouais. Mais entre nous, et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a tenu, c'est que même si voilà, on a des petites embrouilles, des fois on n'est pas d'accord, il n'y a pas de truc, parce que j'ai plein de potes qui ont des boîtes où ça se passe très mal avec leurs associés. Nous, ça s'est toujours très bien passé. Et même les moments où on a vraiment les pires galères, on arrive au bureau et on est en train de se taper des barres en mode putain, c'est incroyable parce que peut-être on va faire faillite, tu vois, dans un mois, tu vois. Mais on n'a jamais eu ce truc de. Moi, tu vois, j'ai jamais eu la pression, et même là aujourd'hui, je me dis, franchement, au pire, si ça crache, tu vois, mais je fais mes trucs et on verra ce qui se passe. Donc j'ai vachement de recul par rapport à ça et j'ai pas trop de pression. Genre, le truc, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça avance. Ouais. Et au pire, ça avance comme ça, mais au moins ça bouge. Et c'est les phases de stagnation qui étaient un peu compliquées. Mais voilà. La suite pour Père et Fiche, parce que là, il va se passer quand même pas mal de choses. Pour Père et Fiche, écoute, là, en exclu. Du coup, t'es déjà au courant, mais en exclu, puisqu'on l'annonce dans 3 jours, c'est qu'on s'est associé à Green Bull, du coup, qui est du coup un groupe de 5 mecs, dont Yann Darwin, qui est assez connu sur l'immobilier, qui ont beaucoup d'activités, qui sont rentrés un peu en mode 4e associé, qui vont nous gérer toute la partie finance, légale, levée de fonds, et avec qui on va voir le développement, puisque tout ce qu'on est en train de faire, ils l'ont déjà vécu eux avant. Donc ils arrivent vraiment avec leur brique financière, ils investissent de l'argent, mais en plus de ça, conseil, expertise. Donc, et en fait là on se lance en franchise, donc on a attaqué les recrutements de franchisés il y a 10 jours, beaucoup de candidatures, c'est cool, et un bon plan de développement national, international. Donc beaucoup d'ambition. Après voilà, target c'est 5 premiers franchisés. En fait, si les 5 premiers franchisés fonctionnent bien, ça va partir fort. Si les 5 premiers ne fonctionnent pas, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc on reste vraiment focus sur les 5 premiers, faut qu'on les fasse bien et pas trop de plans sur la comète, parce que on sait qu'il y a des opportunités franchement dans quasiment tous les pays du monde actuellement. Donc
Donc c'est cool. Aujourd'hui, il y a combien de restaurants? Ils sont où? On en a eu 3. 2 à Paris, 1 à Lille. Le troisième, c'était un food court Paris 13 qui était éphémère, où là on est parti il y a 2 mois. Le food court, donc là on en a 2 en propre. Et on a une troisième ouverture en propre qui arrive à Paris, je pense Q4, qui sera un peu le flagship, le vaisseau mère. Et voilà, et après là, objectif, ouvrir 3 franchisés sur la fin d'année 2023, début 2024, et une dizaine sur 2024. Est-ce qu'il y a un truc sur Père et Fiche que tu aimerais que les gens connaissent ou que tu aimerais partager? Parce que là, on va passer sur ton autre activité aussi. Tu as d'autres choses, tu fais plein de choses. Tu es quand même un des entrepreneurs, on peut dire serial entrepreneur. Tu as plein de sujets et sur des sujets différents. Il y a toujours une base commune, mais on passe quand même de poisson on s'amuse bien. À totalement autre chose. Est-ce qu'il y a un truc sur Père et Fiche que tu aimerais partager, que les gens soit ne connaissent pas, soit qui est pas mis assez en avant ou qui pourrait ajouter un truc sympathique à la perception qu'on peut avoir de Père et Fiche? Bah écoute, c'est que en vrai, on a l'air très cool comme ça sur les réseaux, mais on l'est aussi vachement dans la vraie vie. Okay. Et je pense que c'est parce qu'on s'amuse bien dans ce qu'on fait. Donc on le voit pas du tout comme du travail, alors que pourtant il y a vraiment beaucoup de sujets chiants. Et non, en fait, je pense que c'est ça un peu qui fait la force du truc, c'est qu'on est arrivé et en fait on a créé un truc qui petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui se rattachent un peu à l'aventure Père et Fiche, et il y a de plus en plus d'engouement qui se crée autour de la marque. Et je pense que c'est vraiment parce que depuis le début, il y a le côté un peu passion sur chacun de nos niveaux. Tu vois, moi j'ai vraiment la passion du marketing, Aval a la passion de tout ce qui est rigueur, process, etc. Et Dano, il a la passion du produit et toute son histoire. Et en fait, le fait d'avoir des profils hyper complémentaires sur ça, ça crée un vaisseau qui devient de plus en plus gros. Et en fait, c'est une aventure qu'on kiffe faire, quoi. En fait, vous êtes archi cohérent entre qui vous êtes et ce que vous faites, quoi. Ouais, exactement. On s'est jamais donné de genre. On a toujours été tel qu'on est. Donc même quand on fait des vidéos, tout ce que tu veux, il y a des trucs que chacun aime faire. Donc on fait pas de vidéos que nous on n'aime pas faire. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on essaye de prendre vraiment du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et je pense que ça se ressent parce que puis en fait, on a de plus en plus de gens, que ce soit clients ou pros, qui viennent nous rencontrer et nous voir. Et ils voient en fait qu'on est totalement comme on est sur les réseaux dans la vraie vie, tu vois. Ce qui est assez rare dans le monde professionnel et surtout sur le marché de la restauration, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très controversés. Je suis un peu déçu, t'as pas ton chapeau que tu mets souvent sur TikTok pour faire tester les burgers. Ouais, mais là, il est trop chaud, ça aurait été drôle de te voir avec le burger, on aurait pu te reconnaître. J'aurais pu le mettre, ouais. Alors, moi, je te connais, on a beaucoup parlé, on sait à quel point aussi t'as une capacité de création de content et d'idées. T'aimes véritablement ça, et je pense que c'est ça qui est, en tout cas, moi, de ma perception, de mon côté, Père et Fiche. En plus, je connaissais, on se connaissait pas encore, on n'avait pas encore bossé ensemble, mais moi, je connaissais déjà Père et Fiche et je trouvais déjà ça juste dingue. Quand je l'ai goûté, j'ai fait OK. Marketingment parlant, les mecs sont chauds, mais la partie goût, l'effet d'arriver en se disant, ouais, c'est peut-être juste du marketing, et finalement, le marketing et la cohérence qu'il y a en termes de proposition de produits derrière, elle est juste dingue. Et quand on sort, on se dit, mais en fait, j'aurais dû y aller plus tôt. Donc moi, ne serait-ce que pour ce partage-là, moi, pour l'avoir vécu avant et qu'on discute de plein de sujets ensuite, moi, je l'ai vécu et à chaque fois, ça a été waouh. En fait, c'est aussi haut level que le marketing qui peut faire. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Et tu vois, en fait, j'en parle souvent avec Armand, que tu connais, qui a Beyond. Et lui, il me dit, et je trouve que c'est vachement bien synthétisé, c'est vous avez une com de BDE, mais appliquée à un business. Ouais. Et en fait, on a tous fait école de commerce, où voilà, les assos et tout, on faisait n'importe quoi. Et depuis le début, on a fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête niveau marketing. Et c'est vrai qu'on a vraiment un max d'idées. Et en plus de ça, tu vois, aujourd'hui, on passe, je pense, 1 journée et demie sur le marketing par semaine, ce qui est très faible. Et on n'a pas de budget, parce qu'on est en plein développement, on crame tout. Donc, le jour où on aura du budget, et ça, je le dis, et on en reparlera dans quelques années, mais c'est que tu me mets le budget de McDo, Burger King, ça, je suis sûr à 100% qu'on fume tout niveau marketing, quoi, tu vois. Ce qui me fait une excellente passe pour ce que tu fais à côté. À côté, tu as aussi quelque chose qui s'appelle BrainLab, dans lequel tu passes beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est BrainLab? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Écoute, format très simple, c'est une agence, du coup, on accompagne des marques à se développer via de la gestion d'ads et de la création de contenu. Ok, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que est-ce que vous accompagnez absolument tout le monde? Vous accompagnez un certain type de... On accompagne quasiment, en fait, sur la partie ads, on accompagne que des marques e-commerce, donc 70% B2C, un peu de B2B.
Voilà, et des clients qui dépensent entre 3000 et 100 000 par mois. Enfin, s'ils veulent dépenser plus, avec grand plaisir, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas des clients au-dessus de 100 000. Et l'idée, c'est voilà, beaucoup de clients à la perf, donc tu dépenses pour gagner plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et sur la partie content, on a ouvert la branche il y a quelques mois, parce que beaucoup de demandes, notamment par rapport à la visibilité de Père et Fiche. Donc c'est que de la création de contenu UGC, soit du contenu pour tes ads, soit du contenu pour tes réseaux Insta, TikTok, où là pour le coup on a beaucoup de marques, plus des marques même physiques, et pas mal de marques e-com qui vont de différentes tailles. On a récupéré beaucoup de marques plus grosses qu'on avait en client, tu vois, des marques qui font entre 1 et 50 millions de CA à l'année. Ok. Ce qui est super intéressant avec vos positionnements avec BrainLab, c'est que il y a beaucoup de gens qui proposent des prestations, marketing, de content et tout, et que finalement, quand une entreprise vient en se disant, il y a quand même, on se pose beaucoup de questions quand on veut faire du content, quand on veut faire du marketing, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, il y a beaucoup de gens qui proposent beaucoup de choses. Et moi, je trouve que le positionnement que vous avez avec BrainLab, il est juste génial parce que on peut voir ce que tu as fait avec Père et Fiche. Ouais. Et que ça nous donne, au fait, sur un sujet compliqué, qu'il faut savoir brander, dans lequel il faut être créatif, dans lequel il faut apporter de la valeur, dans lequel il faut être aussi cohérent avec ce qu'on fait. Et je pense que vous n'êtes pas très nombreux à pouvoir être cohérent dans ce que vous proposez, de ce que vous avez réussi à faire pour vous. Vous n'êtes pas les cordonniers les plus mal chaussés, ce qui est un avantage juste dingue avec BrainLab. Est-ce que toi, t'en as conscience de ça ou c'est Oui, un peu. Après, non, je suis assez raccord. Le truc, c'est que Axel, du coup, mon associé sur BrainLab, qui est un pote aussi, il a sa boîte en parallèle qui s'appelle Time Enjoy et qui est une solution, on va dire B2B pour tout ce qui est où ils vendent de la data pour tout ce qui va être tourisme, événementiel et tout. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat aussi. Et en fait, on a tous les deux l'avantage d'avoir des business existants. Père et Fiche sur la partie marketing B2C est très très visible. Axel, il a un bon réseau aussi d'entrepreneurs, plus sur des sujets un peu techniques. Et en fait, aujourd'hui, mine de rien, tu vois, ça fait quand même plusieurs années qu'on est tous les deux dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on prend 100% de notre business quasiment sur du bouche à oreille, tu vois. Ok. Et parce que les gens voient ce qu'on fait, ils nous connaissent humainement et ils savent qu'on est sérieux. Et en fait, on surdélivre à chaque fois quand on a des clients. Donc on apporte, en fait, on est limite un peu des bras droits, tu vois, e-commerce, où même si on va piloter que les ads et le content, s'ils ont besoin de solutions, je sais pas, pour optimiser leur site, pour du mailing, ce que tu veux, on leur fournit des solutions. Et en fait, on reste encore une fois très humain. Donc, des clients avec qui on n'a pas envie de travailler, ça ne fit pas, on le fait pas. Si c'est pas dans notre target, dans notre positionnement, on le prend pas non plus. Donc, on refuse quasiment 2 clients sur 3, quand même sur toutes les personnes avec qui on travaille. Et on est dans une dynamique où on veut kiffer, tu vois, mais on n'est pas le truc en mode, tu vois, moi je veux pas la scaler à plus de 50 personnes, faire une usine à gaz, pas avoir des bons clients qui sont cool sur des bons marchés, des bons produits, et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et que même d'un point de vue client, les résultats soient là et que ce soit une relation assez saine, plutôt que on commence à dégrader un peu la qualité. C'est la rentabilité, faire du CA. Ouais, exactement. C'est qui le client de rêve pour BrainLab aujourd'hui? En tout cas, s'il y en a plus, tu peux en dire plusieurs, peut-être qu'ils vont nous écouter. Honnêtement, le client de rêve, ça va être une grosse marque e-commerce B2C, quoi, tu vois. Okay. Qui va faire au moins 5-10 millions de CA à l'année, et qui, on va dire, entre 5 et 20 millions, parce qu'après tu commences à arriver sur des problématiques où on demande quand même beaucoup de travail. Ouais. Mais ouais, voilà, 5-10 millions, même, allez, on baisse un peu, 3 à 10 millions, parce que ça veut dire que généralement le produit est approuvé, que y a une bonne identité, qu'au niveau des parcours d'achat, logiquement la marque est quand même calée. Et en fait, souvent on se rend compte que y a beaucoup de marques qui ont un bête de produits, mais qui ont des mauvaises stratégies d'acquisition en place, ou qui ont des agences de media buy qui sont pas au top. En fait, quand tu arrives sur quelque chose comme ça, où t'es un peu, tu vois, on a même récupéré des clients, tu vois, qui faisaient 1 million, 1,5 million, qui avaient genre une mine d'or entre les mains, et t'as juste à tout restructurer, mettre en place des bons tunnels d'acquisition, et en plus à côté de ça tu coupes la brique, faire des bonnes publicités, tu vois, t'adresses en gros le bon message à la bonne personne au bon moment. En vrai là c'est part en couille. La raison d'exister de BrainLab, est-ce que tu l'as? Pourquoi BrainLab existe aujourd'hui? C'est parce que je pense que on a tous les deux un côté très pédagogue, tu vois. En fait on s'est rendu compte un peu indirectement qu'on kiffait transmettre.
Et pour le coup, tu vois, c'était quand moi je faisais du drop, ben c'était cool parce que ça faisait de l'argent. Mais c'était comme ça, tu vois, ça boum, 3 mois, ça repart, boum, 3 mois. Donc c'est un énorme processus d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, tous les meilleurs médias buyers, ils sont passés par le dropshipping. Clairement, il y a peut-être une exception qui confirme la règle, mais honnêtement, quand tu as joué, tu vois, avec ton argent, que tu as commencé à dépenser des 2-3 000 des fois par jour, avec ton argent, bah, t'es pas un consultant d'agence qui crame tout le budget d'une grosse marque et qui dit bon, on va voir ce qui se passe, tu vois. Et donc en fait, petit à petit, on a commencé à accompagner beaucoup d'étudiants, des formats conférences, des formats coaching. Et en fait, je pense c'est un truc qu'on kiffe, tu vois, c'est apporter de la valeur aux gens, tu vois, les aider à progresser. Et en fait, quand tu travailles avec une marque comme ça, bah, tu lui apportes de la valeur parce que tu l'aides à, mine de rien, même si tu l'aides à gagner plus d'argent, tu l'aides aussi à monter en compétences. Donc je pense que c'est vraiment ça, nous, le truc un peu qui nous anime, tu vois. C'est pour ça qu'on veut travailler qu'avec des gens que ça fit. Parce que si tu as une mauvaise relation humaine, ben, niveau professionnel, ça va être relou et ça va pas fonctionner derrière. Tu l'as dit tout à l'heure, ou alors c'est moi qui l'ai entendu, ou alors ça vient de notre discussion, mais il y a un truc cool avec BrainLab, c'est que vous êtes vraiment des partenaires. Genre, vous positionnez pas comme le simple fait de rentrer des clients, faire du CA et des choses comme ça. Moi, je sais que pour toi, ça, c'est ultra important. On en a beaucoup parlé. Pourquoi c'est important pour toi parce que tu pourrais très bien rentrer dans le schéma classique, ils te donnent leur argent, tu l'utilises au mieux de ce que tu étais en mesure de faire avec tes compétences, mais le fait qu'est-ce qui est important pour toi de rajouter ce côté un peu accompagnement, ce côté un peu partenaire, pourquoi? Bah, c'est qu'en fait, j'ai pas envie qu'un client me dise, comme s'il vient sur Père et Fiche ou s'il vient avec BrainLab, j'ai pas envie qu'il soit déçu, tu vois. Okay. C'est-à-dire que quand je fournis quelque chose, j'ai envie que ça soit bien fait et j'ai envie que le client soit content à la fin. Et tu vois, typiquement, le marché de la restauration, j'ai franchement quasiment 100% des marques food qui m'ont contacté, tu vois, niveau marketing. Et en fait, déjà, il y en a plein qui comprennent pas que si tu veux faire la même chose que Père et Fiche, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et en fait, quand ça m'intéresse pas, tu vois, bah je le fais pas. Et en gros, le truc, c'est que tu prends des clients e-commerce. Bah, si demain, je vais voir une marque et je lui dis on peut faire ça, 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 c'est que tu peux jamais être sûr, tu vois. Mais j'ai quand même beaucoup de certitude et de conviction dans le fait de croire que je sais ce qu'on va lui apporter, va l'aider. Et des business où tu vois, si le client il a un bête de produit mais son site est éclaté, je lui dis ben refais ton site et on en reparle derrière. Si son produit j'y crois pas du tout, je lui dis honnêtement, franchement, je pense que tu vas perdre ton argent avec nous parce que investir dans de la publicité, ben faut avoir validé tous les prérequis en amont. Et du coup, reviens nous voir plus tard ou sinon, laisse tomber, tu vois. Et nous maintenant, tu vois, il y a un barrage. Et un barrage, c'est que tu as besoin d'avoir validé ton produit, ton identité, ton site. Donc c'est un peu le triangle obligatoire à avoir validé en amont. Et à partir de ce moment-là, il y a un minimum de dépenses publicitaires à être prêt à investir, tu vois, qui est pas beaucoup, mais c'est à 3 000 par mois par levier. Parce que aujourd'hui, la publicité coûte plus cher. Et si tu veux faire des testings cohérents, c'est pas en investissant 500 balles en une semaine que tu vas avoir des résultats tu vois, pertinents. Donc en fait, on met beaucoup de barrières à l'entrée aussi pour nos clients. Qui sont des prérequis obligatoires. Et ce qui fait que quand on a validé tout ça ensemble, déjà, on se met déjà dans des bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles pour le lancement. Quand on travaille avec BrainLab, ça dure combien de temps? Genre, on peut venir on peut venir un mois, sur la partie Media Buy, ça dure à vie. Ça dure à vie. Ouais, sinon, t'es un partenaire, donc finalement... Ouais, en vrai, ce qui est cool, c'est que tous les clients qu'on a eus, du moment où ce triangle-là, on l'appliquait pas dès le début. Donc en fait, quand on a des clients avec qui ça n'a pas fonctionné, c'était pas que, tu vois, niveau media buy et tout, ça prenait pas, c'était qu'en fait, on se rendait compte que le produit n'était pas adapté au marché ou quoi. Okay. Donc dans ce cas-là, on mettait en pause, le client repartait retravailler son produit. Mais sinon, les clients en media buy, tu vois, B2C, sur ces logiques-là, on les a depuis le début. Tu vois, donc depuis, je sais pas, ça va faire 2 ans que l'agence existe. Okay. Enfin, au début, on était un peu en mode consultant. Mais, et après, là, maintenant, vu qu'on a la brique content, ce qui est cool, c'est que les clients peuvent venir chez nous de façon beaucoup moins engageante, parce que prendre un pack de content, c'est beaucoup moins engageant que changer d'agence de media buy. Et sur ça, soit les clients ils ont des besoins ponctuels, soit du coup, en fait ils sont toujours des besoins ponctuels, mais souvent ils commencent à en prendre en recurring. Donc on vend pas de l'abonnement, mais il y en a des clients qui nous en reprennent tous les mois, tu vois. Okay. Mais je suis pas là en train de te dire t'es engagé, tu vois, avec moi pour tant de mois. Donc en fait le client il a la totale liberté de faire ce qu'il veut, quoi. On pourrait croire qu'avec tous tes projets que tu as là, plus la vie à 100 à l'heure, plus on voit que t'es à fond, on pourrait penser, en tout cas,
on pourrait avoir cette idée-là qu'en fait tu négliges aussi ta vie perso. Est-ce que c'est le cas? Ah non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue. Franchement, quand on te connaît, à l'intensité à laquelle tu fais les choses à titre pro, on se dit, genre, le mec est un acharné de travail, il doit se lever à 4 heures, il doit aller sur ses trucs d'ads, il doit bosser, il doit se coucher à minuit, il dort que 4 heures, c'est une machine, il fait que bosser. Alors que quand on te connaît, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu négliges ou pas ta vie perso avec autant de sujets pro? Alors, peux-tu préciser qu'est-ce qu'est la vie perso? C'est le côté santé, c'est le côté. Toi, pour toi, le côté perso, est-ce que le fait d'avoir autant d'activités à côté, est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, le côté perso, qu'est-ce qui, à toi, personnellement, est important pour toi? Est-ce que c'est négligé ou ça fait partie? Ça passe 1000 fois avant mes business. Ok. En fait, le truc, C'est dingue. c'est que t'as toujours un peu, tu sais, quand tu fais plein de trucs sur l'entrepreneuriat, tu sais, t'as ton why, quoi, tu vois. Et moi, en fait, vraiment, mon pourquoi, on m'a toujours dit en mode, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Et plus je commençais à grandir, tu vois, quand je commençais à avoir 20, 22, 23, je me disais, putain, mais c'est quoi cette connerie, tu vois. Et en fait, à partir du moment où on m'a dit, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, je me suis dit, ok, je vais faire vraiment ce que je veux dans ma vie. Et là, aujourd'hui, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, mais vraiment par hasard, tu vois. Et j'adore ce que je fais. Et donc, en fait, d'un point de vue perso, c'est hyper important d'être aligné aussi avec ça, parce que, typiquement, si je suis pas en bonne santé, je sais que je vais pas aimer mes business, tu vois. Donc, en fait, la santé passe vraiment dans un premier point. Et après, en fait, j'ai ma brique business qui est à peu près alignée avec ma brique perso kiff, tu vois. Donc, en gros, je suis toujours... je voyage beaucoup, je fais beaucoup la fête, j'ai une vie très active. Mais tu vois, la brique santé, elle est hyper importante. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport, beaucoup de trucs de respiration, d'étirement. Je fais vachement attention à ma santé. J'ai des routines un peu abusées sur ça. T'as deux écoles, t'as ceux qui se disent putain c'est incroyable, ceux qui se disent ouah quel enfer, tu coches des trucs, tu vois. Mais pour moi c'est ta brique santé qui te permet du coup derrière d'être aligné sur tes business et sur ton côté pro, sur ton côté perso, famille, amis, tout ce que tu veux, quoi. C'est quoi ces routines à titre perso? Genre, on est sur un truc, tu disais, archi militaire où tu notes absolument tout. On est sur un truc un peu, tu te laisses aller, tu fais ta petite respiration du matin ou l'après-midi. Non, sur ça, en soi, j'ai un doc, et tu vois, Excel où je coche tout. Mais parce que tu vois, c'est encore une fois, genre, il y en a, ça leur fait peur, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais. Et en fait, je me lève, tu vois, en semaine avant 8h. Douche froide, je fais un truc qui s'appelle 7 minutes wake up morning, donc t'as des trucs de relaxation, d'étirement, etc., de respiration. Et après en fait je fais des trucs tu sais, de visualisation en mode merci la vie, tu vois, et je pose, ça c'est incroyable par contre, je le fais depuis 2 mois et en fait je pose mon objectif numéro 1 de la journée et mon objectif numéro 2 et 3 en mode si j'ai pas fait ça à la fin de la journée je suis une grosse merde. Okay. Et en fait ça permet vachement d'éviter l'anti-procrastination, mais ça peut être, je sais pas, même aller à la poste, faire un truc, ta déclaration d'impôt, tu vois, mais les genres de trucs où t'as la flemme et tu les procrastines à fond, tu vois. Et après, non, une fois par jour, je fais des trucs de respiration aussi. Et après, je vais au sport minimum 4 fois par semaine, avec des étirements à chaque fois que je vais au sport, des fois en dehors. Et j'essaye de me bloquer, tu vois, 3 à 4 séances de vraiment un peu, tu vois, deep work focus par semaine, des séances de 1h30, 2h. Si un entrepreneur avait envie de faire ce que tu es en train de faire, voilà. Moi j'ai pas autant de routines. Je suis pas un mec qui a des routines en plus pour de vrai. Je fais aussi pas mal de sport, je fais entre 5 et 6 fois, mais tous les matins. Toi tu ajoutes, alors je fais de la respiration de temps en temps aussi, mais moi je le fais plus quand je semble en avoir besoin. Si on veut développer une routine à titre perso là-dedans, pour nous d'après toi, c'est quoi le bienfait numéro 1 qu'il y a là-dedans en fait? En fait, c'est que ça te permet déjà de te sentir vachement bien dans ton corps et dans ton esprit. Parce que typiquement, genre, je suis tout le temps, trop en forme. Et c'est pas une blague. Je confirme. Genre, c'est vraiment... Et je peux partir en boîte jusqu'à 5h du mat. En fait, j'ai juste besoin d'avoir mes 7 heures de sommeil. Okay. Mais derrière, tu vois, genre, je me lève, je peux partir au sport, me fumer, tu vois. Et genre, vraiment, je suis jamais fatigué. En fait, le fait d'être toujours en forme, t'es toujours beaucoup plus enthousiaste à faire des choses, beaucoup plus intéressé, etc. Et ça te permet de te créer de te mettre dans un peu un cercle vertueux, une dynamique hyper positive. Mais je pense que moi, j'adore ça, mais je pense que tout le monde n'est pas du tout, tu vois, aligné avec ça. J'ai des potes qui ont des hygiènes de vie de merde et qui fonctionnent, tu vois, très bien niveau business. Et je pense qu'il faut
avoir un minimum de choses que tu mets en place qui va être un peu ta zone d'inconfort, mais parce qu'il faut toujours un peu quand même se faire violence. Mais typiquement, si t'aimes pas du tout te mettre des routines, des habitudes, bah, je vais pas te dire, vas-y, fais ça, tu vois. C'est comme si tu fais jamais de sport ou tu veux faire un régime. Compliqué de lui dire, bon, bah, tu vas manger hyper healthy tous les jours, tu vas aller au sport 5 fois par semaine. C'est que la personne va tenir 1 mois, 2 mois grand max, et après, elle va péter un plomb, tu vois. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment progressivement. Et moi, en fait, je l'ai fait vraiment par habitude. C'est-à-dire que j'ai intégré une habitude par une habitude. Et en fait, petit à petit, j'ai des habitudes. Tu vois, mon truc de ma vidéo, la YouTube de 7 minutes le matin, genre, il y a peut-être un mois, une fois dans le mois où je la fais pas. Mais c'est un truc, genre, vraiment, c'est robot, quoi. Tu vois, c'est tac, je vais me doucher, boum, je la fais et je peux rien faire. Et tu vois, genre, pareil, je touche pas mon tel la première heure quand je suis debout et tout. C'est des trucs. Et en fait, bah, j'aime bien, plus j'intègre des habitudes, plus j'essaie d'en rajouter une. Mais j'essaie vraiment de les rajouter progressivement. Donc, mon conseil serait, si tu veux essayer de voir si tu arrives à mettre en place des habitudes, bah, t'en fais une. Tu vois au bout de 3 semaines, un mois, comment tu l'as intégrée, comment tu arrives à la faire. Puis derrière, si tu vois que ça roule, ben derrière, t'en mets une deuxième, puis une troisième, puis après, à voir jusqu'où tu veux aller, quoi. Par rapport à ça, c'est quoi ton rapport? Parce que là, finalement, ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie ou qui font pas ce que tu pourrais faire, finalement, c'est comme s'ils faisaient pas un pari sur l'avenir sur eux. Ils risquent d'avoir des regrets. En tout cas, possiblement. Toi, par rapport aux regrets, c'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Est-ce que t'en as? Franchement, j'ai zéro regret. Je pense que c'est un peu aligné avec le fait de quand tu veux, tu vois, tu peux. C'est que, genre, il y a des trucs où j'ai fait des erreurs et tout, mais tu vois, mais ça m'a servi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai zéro regret dans tout ce que j'ai fait et je continue, tu vois, comme ça. Et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis plutôt la team en mode on y va et après on réfléchit. Donc des fois, tu te prends le mur, mais au final, tu vois, plutôt que les gens qui vont rien se poser 12 000 questions et tout. Et en fait, franchement, j'essaye en fait chaque jour, tu vois, vraiment me dire, tu vis ta journée pleinement. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si ton année, quel que soit l'âge que tu as, n'est pas mieux que l'année dernière, il y a un problème dans ta vie. Et dans ce cas-là, tu as des changements à mettre en place. Et après, je me dis, est-ce que mon mois était mieux que le mois dernier? Et après, est-ce que ma semaine était mieux que la semaine dernière? Sur des semaines, c'est quand même plus difficile parce que des fois, tu as des semaines de vacances et tout. Donc, mais en fait, est-ce que je me suis donné, tu vois, à fond pour faire en sorte de faire avancer les choses? Et pareil, quand je finis une journée, genre, c'est hyper important pour moi d'être satisfait de moi-même, tu vois, et de me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Et après, petit à petit, par rapport à ça, tu te jauges de façon à pas trop te surobjectiver et garder un juste milieu parce que si tu te dis je dois faire l'équivalent de 12 heures de taf et que tu en as déjà fait 8 heures productif, tu as 4 heures que tu n'as pas fait, tu vas te dire putain, j'ai pas accompli ma journée. C'est quand même vachement important à la fin de la journée être satisfait de soi-même, tu vois, pour être dans une dynamique d'état d'esprit, tu vois, positive et aller de l'avant, quoi. Comment tu gères parce qu'on pourrait le penser, t'es un mec archi confiant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'es un mec confiant? Est-ce que t'es un mec qui a jamais eu de problème de confiance en soi ou qui en a mais qui le dit pas ou qui n'a pas l'habitude de l'exprimer? En vrai, ouais. En fait, je suis vachement confiant, mais c'est parce que à la base, en fait, vu qu'on m'a toujours dit, tu vas avoir un job tranquille, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est vraiment des croyances à la con, mais j'avais incorporé ça dans mon cerveau. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des trucs que les gens me disaient que je pouvais pas faire et me rendre compte que ça marchait, je commençais à réaliser qu'en fait, la majorité des gens pensaient des mauvaises choses, tu vois. Typiquement, quand j'avais 17 ans, je commençais à faire de la danse et tout. Donc tout le monde disait, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire de la danse et tout. T'es un mec, t'es blanc, tu vois, je faisais du hip-hop. Donc tu peux pas. Et en fait, quand j'ai commencé à en faire, que ça a marché et tout, je me suis dit, en fait, je peux faire ça. Après, on m'a dit, ouais, tu peux pas monter une boîte. Tu vois, quand on a lancé Père et Fiche, moi en plus, à ce moment-là, j'avais pris mon CDI à côté. On m'avait dit, j'étais allé chez Yahoo, ça s'est super bien passé. On m'a dit, ouais, Yahoo, c'est mort. En plus, ils sont en train de restructurer l'équipe. Tu connais pas ton futur manager. C'est hyper dangereux. T'as un variable, tu vas pas l'avoir. Des trucs à la con. Au final, tout s'est super bien passé. Père et Fiche, pareil, on m'a dit, tu peux pas monter une boîte, t'es trop jeune, etc. Tout s'est super bien passé. Je fais du dropshipping. On m'a dit, tu peux pas faire ci, ça. Tout s'est super bien passé. Je suis rentré dans les cryptos en 2017. On m'a dit, non, mais les cryptos, c'est de l'arnaque. Tout s'est quand même bien passé. Et donc, en fait, petit à petit, tu vois, en gros, tu développes, tu vois, des mécanismes, tu vois, où tu te rends compte que, en fait, quand tu mets en place, tu vois, des habitudes et que tu te donnes les moyens de faire quelque chose, ça marche, en fait. Et franchement, ça, c'est applicable. C'est pas moi, c'est pas toi ou quoi. C'est que n'importe qui fait ça et qui se donne les moyens de réussir quelque chose.
et ben en fait ça fonctionne, tu vois, et ça passe derrière par le sport, ça passe par derrière, tu vois, même tu vois, genre quand j'étais plus jeune, genre j'étais hyper calme, tu vois, c'est à dire que j'ai toujours eu beaucoup de potes et tout, je sortais, mais j'étais un gars tranquille, posé de mon côté, tu vois. Là, plus tu voyages, plus tu rencontres des gens, plus en fait tu te rends compte que la perception des gens change envers toi, et plus en fait ils ont une estime différente de toi. Et aujourd'hui, oui, en fait, tu vois, même sur Père et Fiche, tout ce que je disais au début, c'était en mode mais t'es qui toi, tu veux quoi? Ouais. Et maintenant, c'est un peu le contraire, et pour le coup, c'est un peu biaisé. C'est en mode, ah bah c'est Alex de Père et Fiche qui a dit ça sur le marketing dans la food, donc il a forcément raison, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas vrai, tu vois, je me trompe encore. Mais du coup, en fait, vu que l'image des gens sur toi elle change, bah automatiquement, oui, ça te donne encore plus confiance en toi, tu vois, dans ce que tu fais. Le rapport à l'anxiété, parce que là, est-ce que tu as un rapport à l'anxiété ou à la peur? Toi, est-ce que tu es déjà anxieux parfois? Pas trop. Non. Ouais, c'est ce qui est dingue. C'est pour ça que je voulais t'entendre le dire et je voulais que ça reste, parce que c'est quand même relativement dingue. Et est-ce qu'il y a certains moments, tu as peur de certaines choses et genre, et tu réagis comment? Bah franchement, là aujourd'hui, non. Après, je me suis mangé une phase quand même vraiment bien dégueulasse bah, au moment où on bossait ensemble, donc on en a beaucoup parlé. Mais Q4 2022, ça a été quand même, je pense, niveau business, perso et tout, la pire période de ma vie. Donc à ce moment-là, forcément, tu te poses des questions, tu as des doutes et tout, parce que Père et Fiche, on avait une situation bien compliquée financièrement avant qu'on récupère de l'argent. BrainLab, vu qu'on avait fait beaucoup de cash en amont, on avait recruté un peu n'importe comment et pris beaucoup de clients un peu de tous les côtés. Donc la situation, on va dire, financière, et même nous, ça nous prenait beaucoup d'énergie pour rien, se dégradait. Et en plus de ça, je m'étais séparé de mon ex avec qui j'étais resté très longtemps. Donc en fait, je me mange des claques de tous les côtés, tu vois. Et en fait, sur août non, juillet en fait, pendant quasiment 6 mois, je me retrouve, tu vois, à plus me verser de salaire sur mes deux business. Alors que j'étais dans un truc où j'étais quand même très confort au niveau. Parce que justement, on se disait, vas-y, on garde la trésor pour voir, parce que ça peut vraiment partir en couille, tu vois, rapidement. Donc à ce moment-là, là, en vrai, bah oui, tu te poses des questions, mais en fait, je me disais, moi, mon objectif, tu vois, c'est vraiment, j'ai tout investi à chaque fois sur moi et mon cerveau. C'est-à-dire que si mes boîtes, elles crachent demain, je sais que je peux remonter un autre truc, tu vois. J'ai plein d'opportunités de business, et je sais que par mon cerveau, par toutes les compétences, par le fait que je me sois formé, je me suis formé vraiment comme un malade, tu vois, et je suis pas plus intelligent que les autres, c'est juste que j'ai investi à fond dans moi. Je pense que dans la liste des formations payantes, j'ai dû faire 1000 heures de formations payantes. Et tu les as vraiment faites? Parce qu'il y a beaucoup qui les achètent mais qui les font Moi, pas. je les ai toutes faites. Ok. Genre sur ça, je suis un malade. J'ai des notes, j'ai des documents Word résumés de toutes les formations, Ouais. mais je les ai toutes faites. Ok. Genre vraiment. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire parce que j'étais un peu dans la boulimie d'informations. C'était il y a longtemps, tu vois, il y a 3-4 ans, mais de trop faire de formations pour pas passer à l'action. Mais ce qui fait qu'en fait, quand je suis passé à l'action, bah, tu vois, c'était en mode. J'étais quand même bien carré dans tout ce que je faisais, tu vois. Mais non, sinon, franchement, là aujourd'hui, je suis pas du tout anxieux, quoi. À titre pro, j'ai l'impression que t'as pas de peur. Est-ce qu'à titre perso, il y a des peurs plus t'as peut-être des peurs, toi, aujourd'hui, qui sont... Ben non, à titre perso, en fait, mes objectifs, c'est de, en fait, toujours aimer mes journées, tu vois, et après, passer du temps avec mes amis, ma famille. Bon, là, tu vois, j'ai plus de meuf, donc je me dis, va falloir que tu te calmes au bout d'un moment et que tu te poses. Mais non, sinon, j'ai pas de peur. Et en fait, vraiment, c'est que vu que chaque année, comme je disais, est meilleure que l'année d'après, et là, tu vois, même je vois de mois en mois, c'est de plus en plus le kiff, tu vois. Je me dis, il faut vraiment que j'arrive à rester dans cette dynamique-là, et à partir de ce moment-là où ça commencera à s'inverser, peut-être que là, j'aurai des peurs ou quoi que ce soit, mais je pense que du moment que tu mets tout, t'alignes un peu tout de ton côté et que tu fais les choses bien, la vie est cool derrière. Quand on est ton pote, ça se passe comment? Est-ce que t'es le genre du pote, t'es le genre de pote qui, genre, limite pote coach, t'es le pote avec qui on fait la teuf, t'es quel genre d'ami? Je suis alors j'aide beaucoup de mes potes qui se lancent ou même qui ont des boîtes et tout mais qui sont pas calés marketing, donc ça en vrai c'est un truc que je fais grave par plaisir, tu vois, parce que c'est un peu le côté passionné que j'ai, tu vois, donc si je peux aider des gens sur ça et tout, je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, si ça peut aider des gens, tu vois, à se lancer, parce qu'en fait c'est toujours des croyances limitantes, des barrières mentales de gens qui se lancent pas, mais si je peux aider les gens à péter tout ça, je le fais avec grand plaisir. Et après, mes potes m'appellent un peu stifleur, tu vois, des soirées parce que. Pourquoi? On veut en savoir pourquoi ils t'appellent comme ça. Parce que j'ai un groupe de potes
qui sont aujourd'hui mes meilleurs potes avec qui on s'est tous lancés dans l'entrepreneuriat ensemble, que ce soit Axel, même Alex Perez ou d'autres. Et en vrai, on aime vraiment tous beaucoup travailler. Mais par contre, quand on fait la fête, ça part vraiment en couille. Donc ouais, on est des gros fêtards, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on se limite, mais moi je sais que je suis enfermé la semaine, mais si je sors et que je vais boire une bière, ça peut très très vite finir à 5h du mat. Et en fait, le problème, c'est que vu que j'ai fait énormément de choses, que j'ai beaucoup voyagé, j'ai des potes de partout, j'ai des potes qui sont toujours de passage quand on est à Paris, Nice, Dubaï ou quoi que ce soit. Et en fait, je suis vraiment le mec maintenant qu'on appelle, pas pour boire un thé, tu vois, à 16h, mais pour faire un truc qui va partir en couille. Donc en fait, maintenant, franchement, j'ai des gens qui me proposent des soirées, je pense, 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Genre là, on m'a proposé une soirée hier, j'en avais une lundi. Donc tu vois, à chaque fois, je dis non, tu vois. Mais c'est chaud parce que genre, c'est pas cool de me faire ça. T'arrives à dire non? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que sinon, je suis foutu. Sinon, je suis foutu. Genre vraiment, j'ai des potes promoteurs à Paris, ils me proposent des soirées. C'est pas on va dans un bar boire une bière, hein. C'est on va là, à minuit, j'ai mon pote qui mixe là. Après, il y a un after à 2h du mat dans cette boîte. J'ai un gars qui a pris une suite à 5h du mat. On fait. J'ai dit, mais les gars, je vais mourir, tu vois. Donc, non, t'es obligé. Je dis énormément non. Donc on a tous envie d'être potes avec toi là. Hein? Est-ce que tu vas nous dire on a très envie d'être potes avec toi? Moi j'ai de la chance, c'est le cas, mais on a closé beaucoup de clients en soirée, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois, pour la petite anecdote, à Nice, on a des potes qui ont une plage privée, qui l'ont fait en mode un peu ambiance Saint-Tropez. Et l'été, on est tout le temps à Nice. Et on y était 3-4 fois par semaine. Et en fait, là-bas, c'est vraiment la fin du monde parce que tu vois, on paye quasiment rien sur l'alcool. Tu vois, genre, on a les shots offerts à l'infini. Ils t'arrivent, en fait, ils te mettent une table. T'as 2 shots par plateau déjà, par assiette. Et tant que t'as pas pris tes shots, ils prennent pas ta commande, tu vois. Et en fait, tout le repas. Et en fait, ça part vraiment fort. Et derrière, j'ai plein de potes ou de clients qui me disent, ouais, putain, mec, je veux venir, tu vois, je veux venir à cette plage avec toi et tout. En fait, petit à petit, on a commencé à faire du business comme ça, à mettre des gens avec qui on bossait pas, à faire des soirées, à travailler avec eux. Des potes pareils que j'avais pas eu depuis longtemps, ils me disaient, ah, mec, tu me bloques une soirée là et tout. Ouais. Et ouais, tu vois, ils ont envie de venir. Donc, si vous voulez qu'on fasse des soirées cet été, commencez déjà à booker les créneaux, ça part très vite. Ta vie perso, la vie quand on fait autant de choses, qu'on a plein de potes, qu'on est sollicité par plein de choses, les relations amoureuses, ça se passe comment? Voilà, j'avais une copine pendant longtemps, on est resté quasiment 6 ans ensemble, avec des petites ruptures, c'était une relation un peu comme ça, mais très passionnelle. Et là, je suis plus avec depuis 6 mois. Ok. Donc, écoute, là, ça dépend. Il y a des personnes qui vont aimer l'instabilité, donc qui vont adorer ma vie. Et c'est très très instable. C'est important pour toi, les relations amoureuses? Alors c'est quelque chose que il y a plusieurs écoles avec les relations. Il y a des gens qui vont se dire j'ai pas besoin d'un mec ou d'une nana en ce moment parce que je suis ultra focus et que ça va me défocus. Il y en a qui vont être en fait ça ne change absolument rien à ma vie et que ça peut être intéressant. D'autres qui vont dire en fait pour de vrai le schéma classique un peu comme on a de couples actuels, c'est pas trop ma cam. Je vais faire du polyamour, je vais faire des choses qui sont comme ça. Toi, c'est quoi ton rapport à ça aujourd'hui? Moi, je suis déjà carrément dans la team en mode si t'as une personne avec qui t'es complémentaire et tout, ça, pour moi, ça t'aide beaucoup plus que être seul. Donc, je suis pas là en mode ouais, une meuf, ça va me ralentir et tout. Après, là, actuellement, tu vois, je profite et si demain je rencontre une personne avec qui ça match, qui m'intéresse, oui, je vais me mettre avec. Mais en fait, je suis un peu en mode j'attends de voir ce qui va m'arriver le jour. Ouais. Et après, tu vois, le truc, c'est que avec mon ex, qui était marrant. C'était pas marrant, mais on s'est connus en école. Elle m'a vu en mode le mec des soirées, des assos et tout. Et de suite après, je suis passé dans la brique entrepreneur où j'ai lancé Père et Fils. J'avais mon CDI à côté. À un moment donné, je faisais des semaines à 90 heures. Et en fait, tu vois, typiquement, je pense qu'avec du recul aujourd'hui, le principal point bloquant de notre relation, c'est que, en fait, je l'emmenais dans une vie. Enfin, moi, je voulais l'emmener dans une vie où, tu vois, genre, je lui disais, là, tu travailles avec moi sur l'agence, que tu veux et tout. Enfin, on bouge, tu vois, comme ça, quand on veut, où on veut. Tu vois, en mode c'est un peu changer ta vie. Et elle était dans un truc en mode elle comprenait pas trop, tu vois, cet engouement et cet acharnement au travail, tu vois, parce qu'elle était plus en mode j'ai envie de profiter de la vie,
mais de voyager, tu vois, tranquille, limite un peu en mode backpack, mais j'ai pas envie de me saigner au travail, tu vois. Ce qui aujourd'hui, je le comprends, tu vois. Ouais. En fait, on avait une différence d'alignement sur ça, ce qui fait que ça créait de la friction et des points bloquants à chaque fois parce que elle comprenait pas pourquoi moi je m'investissais autant dans ces trucs et moi je comprenais pas pourquoi, parce que tu vois, elle était hyper intelligente. Mais pour moi, elle était à 10% de ses capacités. Ouais. Et tu vois, moi, ça me rendait fou parce que j'étais en mode, mais putain, mais vas-y. Genre là, tu vois, on peut, genre, bouge-toi le cul, on peut, genre, Step up, faire un truc de step malade. up, on peut travailler quand on veut, d'où on veut, parce que moi, j'ai toujours beaucoup voyagé, même si j'ai les restos et tout, je bosse de l'ordi, et c'était vraiment un des critères numéro 1, c'est je veux partir un peu quand je veux, d'où je veux. Donc, je disais, en vrai, on peut quand même avoir une vie de dingue, tu vois. Et ça me rendait fou. En fait, je pense que, tu vois, avec du recul, bah, tu peux pas changer les gens qui n'ont pas envie d'être changés, tu vois. Et bah, c'est une chose que j'ai appris. Dans ta vie là actuellement, avec tout ce que tu fais, le fait d'être free, d'être un peu partout, est-ce que le projet de créer une famille, d'avoir des enfants, c'est des choses qui sont des targets pour toi à titre perso? Ouais, grave. Pas de suite. Mais non, honnêtement, genre, tu vois, typiquement, tu me dis, tu te vois comment dans 5 ans, genre à 35 ans, je me vois vraiment en mode femme et potentiellement enfant, tu vois. Après, encore une fois, c'est compliqué parce que, tu vois, nous, sur notre bande de potes à Nice, on est une vingtaine, on se connaît tous depuis entre la maternelle et le primaire, on se connaît quand même depuis très longtemps. Il y en a plein qui sont en couple, même depuis très longtemps, et il y en a aucun qui a des gosses. Enfin, tu vois, sur 20, il y en a, C'est dingue. j'ai 2 copines qui ont des enfants qui viennent de les avoir. Ouais. Mais on est tous vraiment un peu dans le kiff. Et en fait, je pense que j'ai un groupe de potes qui, pareil, a bien réussi partout. Donc en fait, plus tu commences à avoir de l'argent, de la liberté. Et le fait d'avoir des enfants, c'est quand même assez compliqué à gérer d'un point de vue du travail, géographie et tout. Donc là, et je pense que les gens ont des enfants de plus en plus tard aussi. Donc pour le coup, tu vois, moi je me vois peut-être à horizon, tu vois, 4-5 ans en avoir. Mais là, je sais que genre aujourd'hui, tu me dis t'as un gosse, franchement, c'est chaud, quoi. Comment on fait pour concilier toutes ces activités? C'est quoi ton secret pour faire autant de choses à intensité autant à niveau pro qu'à niveau perso? Comment on arrive à faire ça, genre? Bah, je dirais bonne organisation. En gros, avoir une bonne organisation, c'est-à-dire avoir des bonnes équipes qui vont gérer plein de sujets pour toi, des bons associés. Et derrière, après, sur ma vie perso, pareil, en fait, j'essaye toujours dans ce que je fais d'être le plus productif possible, de façon à avoir du temps libre. Et en vrai, là, aujourd'hui, je ne travaille pas trop. Je sais, je connais tes secrets, c'est pour ça que Alors attends, je ne travaille pas trop, c'est-à-dire que... Pour Alex Raffetin. Ouais, voilà, mais c'est-à-dire qu'en vrai, je pense que si je prends Père et Fiche et BrainLab, ça doit me prendre, franchement, 35 heures par semaine, tu vois. Et après, bah là, je suis en train de mettre en place plein de trucs sur moi en perso et tout, donc c'est plus ma réflexion et mon jus de cerveau qui me prend beaucoup plus la tête et où je vais chercher des infos. Mais si demain, tu vois, je faisais pas ça et je faisais genre juste Père et Fiche et BrainLab, bah franchement, ça va, tu vois. Après, bien évidemment, bah, je peux y passer plus de temps pour essayer d'aller encore plus vite, etc. Mais je pense que c'est hyper important, encore une fois, d'avoir ton équilibre pro et perso et de toujours être dans un truc où je suis content de faire les deux et pas être là, tu vois, parce qu'il y a des moments où, bon, tu sais, mais c'est éphémère, mais si je suis toujours là en mode putain, vas-y, pro, au bout d'un moment, tu pètes un plomb, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de l'équilibre et de temps en temps, tu vois, sortir, aller voir des potes, tu vois, et enfin, comme tout le monde en vrai. Cet équilibre, en le recherchant, est-ce que tu pourrais faire n'importe quoi et justement déséquilibrer et te dire t'es en mode rush? Est-ce que c'est un truc que tu feras? Est-ce que c'est de se dire je déséquilibre tout, j'y vais, croissance à fond et non, on s'en fout de... En vrai, non. Parce que j'ai eu des périodes comme ça où je travaillais énormément et tout, où pas du coup forcément tu gagnes plus d'argent et tout. Mais en fait, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à avoir assez de temps pour moi, pour aller au sport et tout. Et en fait, c'est vraiment genre, tu vois, la brique sport, santé et tout, elle est vraiment au-dessus de tout. Et tu vois, si demain tu me dis, tu préfères, je sais pas, gagner 50 000 balles par mois, mais ne plus aller au sport, plus avoir ton hygiène de vie, ou rester, tu vois, genre autour des 10 000 et avoir ça, mais je reste direct ça, parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai plus d'argent que j'en ai besoin, tu vois, parce que j'ai un rythme de vie assez simple. Et l'argent est vraiment en dessous de la santé pour moi, tu vois. D'où vient cet équilibre émotionnel? Est-ce que tu as un équilibre émotionnel juste de dingue? T'arrives à jauger, t'arrives à prendre une décision qui est pas basée un peu juste sur la quête de plaisir que tu pourrais dériver dans plein de domaines. Là pour le coup un équilibre émotionnel, ça vient d'où? Bah, je pense que j'ai fait pas mal de travail d'introspection et pour mieux me connaître, tu vois. Et en vrai, c'est marrant parce que là, la dernière fois, j'ai une pote qui est sophrologue maintenant
Et elle m'a dit, vas-y, passe me voir et tout. Donc j'étais, bah, pourquoi pas. Encore une fois, tu vois, je savais même pas ce que c'était la sophrologie. J'ai dit, bon, vas-y, on verra ce que c'est. Et en fait, elle m'a fait plein d'exos, tu vois. Même des trucs où elle me dit, genre, elle me fait des trucs l'enfant intérieur et tout. Genre, elle m'a dit, tout le monde. Pleure, les gens, j'en pleure. Bah voilà, elle m'a dit, tout le monde chiale sur ça et tout. Et moi, j'étais tranquille. Et en fait, elle m'a dit, genre, j'ai jamais vu, quelqu'un qui se limite connaît aussi bien et qui est aussi bien, tu vois, dans sa tête. Elle m'a dit, limite, tu te connais trop parce que vu que tu te connais trop, tu vas avoir trop d'exigences envers ton entourage derrière, tu vois, pour qu'il soit en mode ton niveau de connaissance sur ça. Mais non, je sais pas, j'adore tous les trucs de développement perso, comprendre comment le cerveau fonctionne et tout. Et après, par rapport à ça, voir qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer, qu'est-ce qui, moi, me fait pas kiffer. Je pense que vu que j'ai fait beaucoup de choses sur beaucoup de secteurs, j'ai eu l'avantage de comprendre rapidement qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui m'intéressait pas, pour après, petit à petit, réduire l'écart et rester dans un truc qui me fait kiffer, quoi. C'est juste dingue parce que moi je te connais dans beaucoup d'aspects. Là j'essaie de donner vraiment une image de toi, qu'on aille de l'image de toi qui est quand même relativement large pour qu'on se rende compte à quel point tu fais des trucs complètement ouf. En fait, des petites choses simples. Ces petites choses simples avec l'effet cumulé qui sont complètement dingues et qui continuent de t'amener dans la direction et que tu y vas avec un optimisme, avec de la performance et en même temps en étant en train d'essayer. Donc je pense que c'est aussi un super exemple pour pas mal d'entrepreneurs ou pas mal de personnes de se dire c'est extrêmement dur de concilier les deux comme tu le fais. Je connais très peu de personnes, je pense, qui arrivent à le faire aussi bien que toi. Donc je pense que c'est quand même ultra dingue. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un thème qui serait intéressant d'aborder, que toi tu trouves intéressant ou que tu veux partager ou qui apporterait de la valeur pour les gens qui écoutent ce podcast? Écoute, non, tu vois, on va dire tout ce côté un peu sain d'esprit, pour moi, c'est vachement rattaché à... en fait, pour moi, le truc le plus important, et c'est une question que personne se pose quasiment, c'est qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, tu vois. Et est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur? Parce que l'entrepreneuriat, c'est à la mode, mais ça va pas à tout le monde. Et il y a d'autres trucs très bien, même dans le salariat. Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que j'ai envie de faire ci? Mais comment, en fait, je me pose les bonnes questions pour derrière que, comme tu dis, avec cet effet cumulé et cet enchaînement d'actions, ça t'amène dans la bonne direction, tu vois. Et moi, en vrai, c'est ça aujourd'hui, genre, que je kiffe, tu vois, faire avec les gens, que ce soit sur le marketing ou même plus un peu plus d'un point de vue dev perso sur des plus jeunes quand on les coach. C'est en mode, qu'est-ce que tu veux faire? Ils me disent, je veux gagner de l'argent, mais je sais pas. Je dis, ok, tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas envie de trop travailler et tout. Et je dis, mais il y a forcément des trucs. Quel secteur? Et ils disent, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais regarde, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je sais que c'est comme ça que ça a vraiment changé ma vie. Et je me dis, mais rien que le fait de se poser un peu sur qu'est-ce qui va aller t'intéresser, sur quoi je vais être sensible, comment je vais faire des choses que j'aime, ça te change la vie. Parce que même moi, quand j'étais en salariat, quand on est en CPR FI, j'ai trop kiffé mon salariat, tu vois. Et dès le début, j'étais en CDI, mais j'allais à mon CDI, j'avais l'impression que je partais voir des potes et qu'on allait kiffer, tu vois. Et en fait, t'es dans une situation, automatiquement, où, vu que tout ce que tu fais, tu l'aimes, tu prends toutes les choses plus à cœur. Et en fait, dès que tu enchaînes quelque chose d'autre, tu vas être beaucoup plus enclin à être dans un état d'esprit positif, une bonne dynamique. Et en fait, à côté de ça, le positif attire le positif, tous ces trucs de loi de l'attraction. Et moi, j'y crois avoir grave. Et en fait, petit à petit, tu te retrouves à avoir zéro négatif, tu vois, dans la vie. Alors, je pense que là, il y a beaucoup de journées où j'ai zéro pensée négative, tu vois. Genre, les gens ne m'énervent pas, je m'en fous, tu vois, genre, je passe au-dessus de tout, quoi. Est-ce que c'est quand on connaît, on sait que c'est vrai, mais quand on ne connaît pas, on pourrait se dire, attends, genre le mec, c'est Gandhi, quoi. Tout lui glisse dessus, il le prend avec philosophie, il le prend avec un truc. Je confirme que c'est vrai. C'est juste dingue. T'as un aimant à optimisme et à good vibes. Je pense que ça pourrait presque être le mot de la fin de ce truc-là. Alex Raffetin, l'aimant à good vibes. On essaie de faire au mieux, ouais. C'était dingue. J'ai adoré pouvoir te faire découvrir aux personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Est-ce que tu as un mot pour finir ce podcast? Écoute, passez une très très bonne journée et n'oubliez pas, tout est bon dans le poisson. Merci Alex. Merci. C'est quoi le sujet que t'as plus kiffé là qu'on a fait? J'ai bien aimé la partie perso.
parce que bah, c'est un truc dont on parle moins dans des formats comme ça, podcast et tout. C'est quoi en fait, ce qui est ouf avec ce que toi t'as raconté, parce que moi je te connais, et le fait de, tu sais, de raconter ces trucs à titre perso, il y a un truc que t'aurais, en fait, qu'on n'a pas dit, ou qui fait un peu partie de ta life, ou qui est quand même genre juste insane ou dingue qu'on peut appliquer, qui peut être intéressant. Bah non, après le truc où on a encore plus pu aller dans le détail, c'était surtout les routines de vie et tout, parce que des fois ça part un peu en mode hard quoi. Mais non, je trouve c'est intéressant d'aborder ce côté-là parce que pour moi ça rejoint l'équilibre que tu as à avoir, tu vois. Parce que tout le monde dit ouais, travail dur et tout. Puis là maintenant tout le monde dit ouais, j'aime bien moins travailler, mais en fait c'est pas travail plus travail moins, c'est comment tu trouves ton équilibre quoi, dans tout ce que tu fais. Et la routine, c'est quoi l'élément que tu aurais amené, dont on parle avec les routines? Bah, c'est que des fois je me fais des petites routines, tu vois, un peu violentes, comme putain, on aurait pu parler de quand j'étais parti m'isoler 10 jours. Ah oui, à Putain. Tenerife. Ouais. Bah vas-y. Dans un village, bah du coup 10 jours dans un village au nord de Tenerife où il y avait 0 habitant. Donc le proprio m'avait emmené faire toutes les courses d'un coup, j'ai tout mis au congèle. Et pendant 10 nuits, bah, j'ai vu aucun être humain. J'étais dans une petite maison et je partais faire des randonnées et je bossais et tout là-bas. Et là pour le coup, tu vois, c'était vraiment en mode millimétré et tout. Et j'ai kiffé. Et tu conseilles quelqu'un de le faire? Tu conseilles aux gens de faire ce truc-là? Et tu vois, putain, encore un truc dont on aurait pu parler, c'est tous les gens qui ont peur de se retrouver seuls. Et je trouve que justement, c'est hyper important de savoir être seul, pas célibataire, mais savoir passer des moments seuls, même quand tu es en couple marié, quoi que ce soit. Parce que bah, du coup, c'est là où tu apprends plus à te connaître, tu vois. Et donc, le fait de partir 10 jours, bah, je me suis pas tapé des grosses barres parce que j'étais tout seul. Les 2 premiers jours, je me dis, bon, c'est un peu chelou, qu'est-ce que je fais là? Mais après, tu vois, bah, en fait, tu poses des questions, tu es bien, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu aimes bien faire et ça permet vachement de te découvrir. Je pense que, tu vois, moi, c'est un enchaînement d'éléments comme ça qui fait que ben, plus j'apprends à me connaître, bah, justement, plus je suis dans un truc je kiffe ce que je fais et je sais que ce que j'aime pas faire, bah, j'essaie de pas le faire, quoi. Qu'est-ce qui fait peur aux gens, d'après toi? Parce que moi, je sais que je l'ai déjà fait. J'ai fait juste 3 jours, mais j'ai essayé d'y aller tout seul. Mais je me suis retrouvé dans une maison, pas une maison, mais avec des jeunes là, avec une auberge de jeunesse. C'était à Lisbonne. Je suis parti tout seul, sans potes, sans famille, sans rien. J'y suis allé. Mais forcément, j'ai voulu aller chercher du monde, où je me suis fait pote avec des gens. C'est quoi l'intérêt de le faire? C'est quoi l'intérêt de rester comme ça, solo Bah, en fait, moi, en fait, je l'avais déjà fait genre 2 jours l'année d'avant et là, je sais pas, j'ai pété un plomb, je me suis dit, j'ai pris carte Airbnb Europe, je me suis dit, oui, il fait chaud, j'ai pris nord de Tenerife, mais vraiment, je savais même pas que c'était Tenerife, je suis jamais allé aux Canaries. J'arrive sur l'île, je dis au taxi, emmène-moi là. Le taxi me dit, tu vas faire quoi là-bas et tout. Je pose pas de questions. On monte et en fait, il me dit, mais t'as pas de voiture là, genre là, t'es dans la merde, tu vois. Je dis, ah, c'est bon et tout. J'arrive le village, mais j'ai l'impression que j'étais en 1800. J'arrive 2 heures avant le check-in, il pleuvait, il y avait du brouillard, j'étais en dessous du volcan. Je me dis, franchement, là, c'est chaud. Je trouve une sorte de pub où ils me déposent. Genre, les mecs, c'était des Espagnols, mais tu sais, ils buvaient des bières à. J'étais déjà défoncé, il était 11 h du matin. Je dis, ouais, je peux me mettre là pour travailler et tout. Ils me calculent même pas, tu vois. Et après, je sais pas, en fait, tu sais, c'est un peu le côté aventure, tu vois. Encore une fois, c'est en mode, je le fais et puis après, on verra ce qui se passe. Et en fait, bah voilà, franchement, être seul, quand tu commences un peu à t'ennuyer, à réfléchir, c'est là où tu te poses des questions sur ta vie, le pro, le perso, tout ce que tu veux. Et en fait, le fait d'être H24 avec des gens, bah, tu n'as pas le temps de prendre du recul et de te poser ces questions. Donc les gens qui sont toujours avec quelqu'un, souvent ils essayent de fuir ce truc de remise en question. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se remettre en question et de se poser les bonnes questions et d'affronter la vérité en face. Et donc en fait, le fait de faire ça, bah du coup c'est là où tu te dis bon bah là ça va pas, ça j'ai merdé, tu vois. Et bah du coup de te remettre en question et d'avancer quoi. Là, on va pas tarder à aller. Donc là si on a fait le podcast, on rajoute un élément et qui te dit putain, on aurait dû en parler. Ce serait quoi le dernier élément où tu dis putain, on aurait dû en parler? Attends, bah là il y a déjà pour moi c'est le truc de l'isolement, mais c'était voilà la partie en fait ça rejoint un peu se poser les bonnes questions, mais comprendre en fait qui t'es un peu vraiment et savoir se remettre en question, tu vois. Puis après, il y a le truc de tous les gens qui disent ouais, c'est trop tard pour faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps et tout. Enfin, c'est de la connerie, quoi, tu vois. Genre aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Allez. Ah, À très vite. très vite.
Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.